Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations. Alors, quelques observations d'ordre général. Effectivement, les trois puissances que vous avez évoquées sont caractérisées désormais par leur degré de désinhibition sur la scène internationale, le fait qu'en réalité rien ne les retienne, et certainement pas les principes du droit. En revanche, il est vrai aussi que aujourd'hui, si elles ont la possibilité de s'exprimer, c'est ce que vous disiez, Monsieur Guiffard, c'est qu'en réalité, on a en grande partie laissé la place. Et puis parce que, et c'est une réponse à notre président, ils ont la chance, pour ainsi dire, de ne pas avoir, eux, colonisé l'Afrique au XIXe siècle et d'avoir, d'une certaine façon, la possibilité de s'exprimer différemment. Par ailleurs, leurs messages sont beaucoup plus faciles à véhiculer dans la mesure où ils bénéficient aussi de notre double standard et de nos hypocrisies, puisque la décolonisation très imparfaite nous place aujourd'hui comme des interlocuteurs pas toujours crédibles, et puis parce que nos propres décisions, dans le champ de la politique interne, manifestent aussi une forme d'hypocrisie, voire de renoncement. La semaine dernière, dans cette même assemblée, dans cette même commission, nous déplorions tous, en rythme, le fait que la France n'avait pas de politique de coopération universitaire à la hauteur, et hier, nous avons voté, en tout cas certains ont voté ici, la restriction de l'accès des étudiants étrangers en France, donc un affaiblissement considérable de la politique universitaire de ce pays, et évidemment au détriment en particulier des étudiants africains qui seront évidemment les plus vulnérables aux mesures contenues dans la loi sur l'immigration. Donc je vous pose une première question sur cette loi immigration. Est-ce que vous partagez l'analyse que je viens de faire? Est-ce que vous considérez qu'elle offre d'une certaine façon un boulevard au narratif russe, chinois et éventuellement turc? La deuxième question porte sur les enjeux généraux de la compétition, parce qu'on présente des compétiteurs, mais ils sont nous sommes en compétition avec ces puissances. Pourquoi faire? Pour quels enjeux? Et puis la troisième question porte sur les autres compétiteurs, ceux qui sont aussi nos partenaires, et en particulier les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas absents. On parlait des Turcs qui avaient créé une stratégie africaine en 98. C'est en 2008 que les États-Unis ont créé Africom. Voilà, je crois que ça n'est pas l'Afrique n'est pas un champ homogène où les uns et les autres s'affronteraient sans contrepartie. Donc j'aimerais avoir aussi un aperçu sur la bataille globale qui se mène sur le terrain africain. Pour répondre à votre question, oui, d'abord dire que il y a bien sûr une asymétrie dans la production de récits s'agissant de l'Afrique, puisque effectivement la Russie n'a pas été une puissance coloniale en Afrique, et c'est d'ailleurs un des grands problèmes côté français dans cette volonté de créer une nouvelle stratégie nationale d'influence qui passe par la création de récits. Et il y a effectivement un enjeu de contradiction, ou un enjeu extrêmement complexe vis-à-vis de notre production de récits vis-à-vis de l'Afrique sur ce sujet en particulier. Et il y a aussi, et ça je rejoins ce qui vient d'être dit, cet immense paradoxe, voire cette immense contradiction dans le cas de la Russie, qui est effectivement, vous savez, on parle beaucoup en ce moment au sein des études slaves la nécessité de décoloniser le champ des études slaves, mais il se trouve que justement l'invasion de l'Ukraine à bien des écarts est une guerre de type néo-impérial, voire néocolonial, et tout ça advient dans le même temps, sauf qu'on a le sentiment au sein des opinions africaines, on le voit bien dans un certain nombre de sondages réalisés par exemple au Mali, au Niger, que en fait cette vision-là n'imprime pas au sein des sociétés de ces sociétés-là en particulier, où la guerre en Ukraine est perçue vraiment comme un conflit entre la Russie et l'Occident plus largement, avec une guerre par proxy, ce qui est évidemment un discours très très mis en avant par la propagande russe. S'agissant des quotas, s'agissant de votre question sur la loi immigration, je vais me permettre quand même une petite prise de position. Effectivement, la mesure en tout cas qui est celle d'imposer une caution à des étudiants étrangers. Moi, je travaille aussi à l'Université Paris-Nanterre au département d'études slaves. J'ai beaucoup d'étudiants extracommunautaires qui viennent justement d'Europe de l'Est et de Russie. Il est clair que cette mesure est désastreuse sur le plan de l'attractivité. Et d'ailleurs, elle me semble même
très contradictoire avec cette volonté de faire de l'influence une fonction stratégique, de renouer avec une stratégie nationale d'influence. Il faut quand même se rappeler, et ça rejoint aussi la première question qui a été posée, que le soft power fait partie des stratégies d'influence. Les stratégies d'influence, c'est pas que créer des comptes inauthentiques sur les réseaux sociaux, agir comme ça. Non, c'est même d'ailleurs assez, je dirais, assez marginal par rapport à la diplomatie culturelle, aux liens diasporiques, à ce rayonnement qui est l'une des principales forces d'ailleurs de la France à l'étranger. Côté russe, pour vous donner quelques chiffres, on a entre 4 et 7 000 étudiants africains qui étudient dans les universités russes, qui est beaucoup moins qu'en France, mais on voit depuis 4 ou 5 ans une politique d'augmentation des quotas de la part de l'agence fédérale Rosatrudnichestvo qui s'occupe de ça. Par exemple, vis-à-vis du Mali, où vous avez eu l'an dernier une augmentation de 150 places en plus pour des étudiants maliens qui viendraient étudier en Russie, mais c'est le cas aussi pour d'autres pays. Voilà ce qu'on pouvait dire.